L'été 1977, 5 adolescents partent pour une randonnée de 3 jours dans le Massif central. Ils ne reviendront jamais. Pendant 18 ans, leurs familles vivront sans réponse, sans corps, sans la moindre trace de ce qui s'est passé dans ces montagnes. Les recherches mobilisent des centaines de volontaires, des chiens policiers, même l'armée. Rien. Comme s'ils avaient été effacés de la surface de la Terre. Puis, en 1995, un agriculteur découvre quelque chose enfoui dans son champ, une gourde militaire oxydée. À l'intérieur, un petit objet qui va glacer toute la région, parce que ce qu'elle contient ne correspond à aucune des théories élaborées pendant toutes ces années. Ce qu'elle révèle est bien plus troublant que tout ce que les enquêteurs auraient pu imaginer. Comment 5 jeunes gens peuvent-ils disparaître sans laisser la moindre trace pendant près de 2 décennies? Et pourquoi cette gourde, retrouvée à des kilomètres de leur dernier point connu, change-t-elle complètement tout ce que nous pensions savoir sur cette affaire? Avant de continuer avec cette histoire qui a marqué toute une région, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle enquête. Maintenant, découvrons comment tout a commencé dans ce petit village du Massif central, un été qui semblait pourtant si ordinaire. Clermont-Ferrand, chef-lieu du Puy-de-Dôme, comptait en 1977 environ 150 000 habitants. La ville vivait au rythme de l'industrie Michelin, qui employait une grande partie de la population. À une 50aine de kilomètres au sud-ouest, nichée dans les contreforts du Massif central, se trouvait la commune de Saint-Flour, une petite ville fortifiée d'environ 7000 âmes, perchée sur un plateau basaltique à plus de 800 mètres d'altitude. C'est dans cette région de volcans endormis et de forêts épaisses que vivaient nos 5 adolescents. Saint-Flour était une communauté soudée où tout le monde se connaissait. Les hivers y étaient rudes, avec des températures pouvant descendre jusqu'à moins 15 degrés, et les étés, bien que doux, restaient imprévisibles en altitude. Les jeunes de la région grandissaient avec le respect des montagnes, conscients que le temps pouvait changer en quelques heures, et qu'un sentier familier pouvait devenir dangereux sous la pluie ou le brouillard. Léa Fontaine avait 17 ans cet été-là. Elle venait d'une famille modeste de Lyon, qui s'était installée à Saint-Flour 5 ans auparavant, lorsque son père avait obtenu un poste à la perception locale. Grande, avec de longs cheveux châtains qu'elle attachait toujours en une tresse serrée, Léa était ce qu'on appelait une élève brillante. Elle terminait sa première année de terminale avec d'excellentes notes, particulièrement en mathématiques et en physique. Ses professeurs voyaient en elle une future ingénieure, peut-être même une polytechnicienne. Mais au-delà de son intelligence académique, Léa possédait quelque chose de plus rare, un sens pratique aiguisé et une capacité naturelle à prendre des décisions sous pression. C'était elle qui organisait les sorties du groupe, qui vérifiait les cartes, qui s'assurait qu'ils avaient tout le matériel nécessaire. Son petit ami, Marc Chevalier, avait 18 ans et venait de la région. Son père gérait une quincaillerie sur la place principale de Saint-Flour, un commerce familial qui existait depuis 3 générations. Marc était l'aîné de 4 enfants et portait déjà sur ses épaules le poids des attentes familiales. On supposait qu'il reprendrait le commerce un jour, même s'il lui rêvait d'autre chose. Il avait toujours avec lui un appareil photo Minolta, un cadeau de son grand-père, et passait ses week-ends à photographier les paysages volcaniques, les vieux villages perchés, les lumières changeantes sur les montagnes. Marc n'était pas particulièrement bavard, mais ses photos parlaient pour lui. Il y avait dans son regard quelque chose de mélancolique, comme s'il voyait déjà au-delà de l'horizon limité que Saint-Flour semblait lui imposer. Sophie Girard, 16 ans, était la plus jeune du groupe, mais certainement pas la moins observatrice. Fille unique d'un couple d'instituteurs, elle avait grandi entourée de livres et de discussions intellectuelles. Sophie était petite, presque frêle, avec des lunettes rondes qui lui donnaient un air studieux. Elle parlait peu, mais quand elle le faisait, c'était toujours pertinent. Elle tenait un journal intime depuis l'âge de 12 ans, notant méticuleusement ses observations sur les gens, les lieux, les émotions. Un jour, elle voulait devenir écrivaine, ou peut-être psychologue.
Elle était la meilleure amie de Léa depuis leur rencontre au collège, une amitié née d'une admiration mutuelle. Léa admirait la sensibilité de Sophie. Sophie admirait la force de Léa. Antoine Lambert, 17 ans, était l'ami d'enfance de Marc. Ils avaient grandi dans la même rue, joué au football ensemble, partagé leurs premiers secrets d'adolescents. Antoine était le fils d'un gendarme et d'une infirmière, un garçon athlétique qui excellait dans tous les sports. Il avait ce charisme naturel des jeunes gens confiants, toujours prêts à relever un défi, toujours le premier à proposer une aventure. Mais sous cette assurance apparente se cachait une certaine impulsivité qui inquiétait parfois ses parents. Antoine avait redoublé sa seconde l'année précédente, non par manque d'intelligence, mais par manque d'intérêt pour les études. Ce qui le passionnait, c'était l'action, le mouvement, la vie en plein air. Enfin, il y avait Camille Deschamps, 17 ans, la cousine de Sophie. Elle avait déménagé à Saint-Flour, seulement 8 mois auparavant, venant de Toulouse, où ses parents avaient divorcé dans des circonstances difficiles. Sa mère, la sœur de la mère de Sophie, avait préféré revenir dans sa région natale pour prendre un nouveau départ. Camille portait encore les cicatrices émotionnelles de cette période. Elle était devenue plus introvertie, plus méfiante. Mais elle s'était attachée au groupe, trouvant en eux une forme de stabilité qu'elle n'avait plus chez elle. Camille avait des cheveux noirs coupés au carré et des yeux sombres qui semblaient toujours évaluer, jauger, chercher la faille. Elle dessinait remarquablement bien, remplissant des carnets de croquis de paysages, de visages, de scènes de rue. Les 5 jeunes gens formaient un groupe soudé mais pas exclusif. Ils se retrouvaient régulièrement au café de la place, fréquentaient les mêmes bals le samedi soir, allaient ensemble au cinéma municipal, voir les films qui arrivaient avec plusieurs mois de retard. En 1977, Saint-Flour n'avait pas encore la télévision par câble, et les distractions pour les adolescents restaient limitées. Les sorties en montagne représentèrent donc une forme d'aventure accessible, un moyen d'échapper à la routine d'une petite ville où tout le monde savait tout sur tout le monde. Cette année-là, l'été était arrivé avec une chaleur inhabituelle pour la région. Dès le début du mois de juillet, les températures avaient dépassé les 30 degrés, même en altitude. Les rivières étaient basses, les forêts sèches, et les autorités avaient déjà émis plusieurs alertes concernant les risques d'incendie. Mais pour les jeunes de Saint-Flour, c'était surtout l'occasion de profiter d'un temps magnifique avant la rentrée scolaire qui approchait inexorablement. L'idée de la randonnée était venue de Léa, comme souvent. Ils en parlaient depuis le mois de mai. 3 jours dans le massif de la Margeride, une région de plateaux et de forêts qu'ils connaissaient bien pour y avoir fait plusieurs excursions d'une journée. Le plan était simple, partir un mercredi matin, dormir 2 nuits en refuge ou sous tente, et revenir le vendredi soir. Rien d'extraordinaire. Des centaines de jeunes faisaient de la même chose chaque été dans le Massif central. Les parents, après quelques hésitations initiales, avaient donné leur accord. Le père de Marc, qui pratiquait la randonnée depuis des années, avait même vérifié leur équipement. Ils avaient des sacs à dos appropriés, des sacs de couchage, une tente pour 4 personnes, des provisions suffisantes, une trousse de premiers secours, des cartes topographiques et surtout une bonne connaissance du terrain. Le père d'Antoine, gendarme expérimenté, avait insisté pour qu'ils laissent un itinéraire précis et qu'ils emportent un sifflet d'urgence chacun. En 1977, les téléphones portables n'existaient pas et la seule façon de communiquer depuis les montagnes était de trouver un village avec une cabine téléphonique. La date avait été fixée, mercredi 20 juillet 1977. Le temps était prévu stable, pour au moins 4 jours, selon la météo régionale. Tout semblait parfait pour cette petite aventure estivale qui devait simplement être un bon souvenir avant leur dernière année de lycée. Personne ne pouvait imaginer que ce mercredi matin serait la dernière fois que ces 5 adolescents seraient vus vivants. La communauté de Saint-Flour en 1977 vivait encore selon des codes sociaux stricts. Les familles se connaissaient depuis des générations, les secrets étaient jalousement gardés et l'apparence de respectabilité comptait énormément.
C'était une société où l'on ne parlait pas ouvertement de ses problèmes, où l'on gardait ses émotions pour soi, où l'on faisait bonne figure, même quand tout s'effondrait en privé. Cette culture du silence, de la discrétion forcée, allait jouer un rôle crucial dans ce qui allait suivre, même si personne ne le savait encore. Le mercredi 20 juillet 1977 se leva sur Saint-Flour avec un ciel d'un bleu impeccable. À 6h30 du matin, la température était déjà de 18 degrés, promettant une journée chaude. Les 5 adolescents s'étaient donné rendez-vous à 7 heures précises devant la quincaillerie Chevalier, sur la place de la Liberté, au cœur de la vieille ville. Léa était arrivée la première, comme toujours. Elle portait un jean délavé, un t-shirt blanc et des chaussures de randonnée usées mais solides. Son sac à dos bleu marine était méticuleusement préparé. Sac de couchage roulé sur le dessus, compartiment de nourriture organisé, carte topographique dans une poche latérale, facilement accessible. Elle avait vérifié 3 fois sa liste la veille au soir. Dans une petite pochette en plastique, elle avait glissé son portefeuille contenant sa carte d'identité, quelques billets et une photo d'elle et Marc prise au printemps dernier. Marc était arrivé 5 minutes plus tard, son Minolta suspendu autour du cou. Il avait pris 3 pellicules neuves, espérant capturer les paysages de la Margeride sous la lumière estivale. Sa mère, Madame Chevalier, était sortie de la boutique pour leur apporter un sac en papier rempli de madeleines qu'elle avait cuites la veille. Elle avait embrassé son fils sur le front, un geste qui l'avait embarrassé devant Léa, mais qu'il n'avait pas repoussé. « Soyez prudent », avait-elle dit, une phrase banale qui allait résonner dans sa tête pendant des décennies. Sophie était arrivée à 7 heures pile, accompagnée de Camille. Les 2 cousines partageaient le même sac de couchage pour alléger leur charge. Sophie avait son journal intime glissé au fond de son sac, enveloppé dans un pull en laine, au cas où les nuits seraient fraîches. Elle portait une chemise à carreaux et un short beige, des vêtements pratiques, mais qui révélaient à quel point elle était peu habituée aux longues marches. Camille, en revanche, avait l'air plus aguerrie. Elle avait fait beaucoup de randonnées avec son père avant le divorce, dans les Pyrénées. Elle portait un pantalon léger et un chapeau à large bord pour se protéger du soleil. Antoine était arrivé le dernier, à 7h10, en courant depuis la rue adjacente. Son père l'avait retardé avec des recommandations de sécurité que le jeune homme avait écoutées avec une patience polie mais visible. Le gendarme Lambert avait insisté pour vérifier personnellement le contenu de la trousse de premier secours et s'assurer qu'ils avaient bien les numéros d'urgence notés quelque part. Si vous avez le moindre problème, vous trouvez une cabine et vous appelez immédiatement, avait-il répété pour la 3e fois. Antoine avait hoché la tête, pressé de partir. À 7h15 exactement, les 5 jeunes gens s'étaient mis en route. Ils avaient traversé la place de la Liberté, descendu la rue des Lacs, puis emprunté le chemin qui sortait de la ville par le sud-ouest. Plusieurs personnes les avaient vus partir. Monsieur Durand, le boulanger qui ouvrait sa boutique, leur avait fait un signe de la main. Madame Blanc, qui promenait son chien, avait échangé quelques mots avec Léa sur la météo. Un groupe d'ouvriers qui partaient au travail les avait dépassés en voiture, klaxonnant amicalement. Leur itinéraire prévu était classique pour la région. Ils devaient suivre le GR4, un sentier de grande randonnée balisée direction sud-ouest vers le plateau de la Margeride. Le premier jour, ils comptaient parcourir environ 20 kilomètres jusqu'au refuge forestier de Chabrespine, une petite construction en pierre abandonnée que les randonneurs utilisaient régulièrement comme abri. Le deuxième jour, ils prévoyaient de continuer vers les gorges de la Truyère, un site spectaculaire avec des falaises abruptes et une rivière en contrebas. Le troisième jour, ils devaient faire une boucle pour revenir à Saint-Flour par un chemin différent, plus court, d'environ 15 kilomètres. Les parents de Léa les avaient vus une dernière fois depuis leur balcon, vers 7h30, alors qu'ils prenaient le sentier qui s'enfonçait dans la forêt de pins au sud de la ville. C'était la dernière observation confirmée des 5 adolescents. Le jeudi matin, aucune inquiétude. Ils étaient censés être dans les montagnes, probablement sans accès à un téléphone. Le jeudi soir, toujours rien d'alarmant. Ils avaient prévu de dormir à nouveau en pleine nature.
C'est le vendredi soir, lorsque 20 heures, puis 21 heures, puis 22 heures passèrent sans aucun signe du groupe, que les premières vraies inquiétudes commencèrent à poindre. À 23 heures, le père d'Antoine, le gendarme Lambert, appela la gendarmerie de Saint-Flour. Le capitaine Marchand, qui dirigeait la brigade, suggéra d'attendre jusqu'au matin. Il était possible qu'ils aient été retardés, qu'ils aient décidé de dormir une nuit supplémentaire quelque part. Mais la tension dans la voix du gendarme Lambert était perceptible. Il connaissait son fils. Antoine n'aurait jamais inquiété ses parents, sans raison. Le samedi 23 juillet à 6 heures du matin, une équipe de recherche improvisée se forma. Une douzaine de gendarmes, une vingtaine de volontaires, principalement des pères de famille et des jeunes hommes de la région qui connaissaient les montagnes. Ils se divisèrent en 4 groupes et partirent suivre l'itinéraire prévu par les adolescents. Le premier groupe, mené par le capitaine Marchand et incluant le père de Marc, atteignit le refuge de Chabrespine vers midi. Le bâtiment était vide, mais des traces récentes étaient visibles, des empreintes de chaussures dans la poussière, des cendres froides dans la cheminée, un emballage de biscuits oublié dans un coin. Il était impossible de dater précisément ces traces. Des dizaines de randonneurs utilisaient ce refuge chaque été. Cependant, l'emballage de biscuits était d'une marque que Madame Fontaine avait acheté spécifiquement pour le voyage de sa fille. C'était un premier indice ténu, mais un indice quand même. Ils étaient passés par là, probablement le mercredi soir. Le deuxième groupe explora les sentiers alternatifs autour de la Margeride, cherchant des signes d'un éventuel accident ou d'une déviation. Rien. Les sentiers étaient secs, le terrain stable. Aucun indice d'éboulement, de chute, de blessure. Le troisième groupe longea les gorges de la Truyère, vérifiant chaque recoin, chaque falaise, chaque point potentiellement dangereux. La rivière était basse à cause de la sécheresse estivale, révélant des rochers habituellement submergés. Ils ne trouvèrent rien. Pas un morceau de tissu, pas un objet personnel, rien. Le quatrième groupe, composé de volontaires locaux, ratissa systématiquement la forêt de pins entre Saint-Flour et Chabrespine, s'écartant du sentier principal pour explorer les zones moins fréquentées. L'après-midi était bien avancé quand l'un d'eux, un forestier nommé Jean Mercier, découvrit quelque chose à environ 200 mètres à l'est du GR4, une empreinte de chaussure dans une zone de terre humide près d'un petit ruisseau. La semelle correspondait au type de chaussures de randonnée que portait Antoine, mais c'était une trace isolée, aucune autre marque visible autour, comme s'il s'était arrêté là, seul, pour une raison inconnue. À la tombée de la nuit, les équipes se regroupèrent à Saint-Flour. Le bilan était maigre et troublant. Des indices fragmentaires suggérant que le groupe était bien passé par les zones prévues, mais aucun signe de leur destination finale ou de ce qui avait pu leur arriver. Le dimanche, l'opération prit une ampleur considérable. La gendarmerie départementale mobilisa des ressources supplémentaires. Des maîtres chiens arrivèrent de Clermont-Ferrand avec 3 bergers allemands spécialement entraînés pour la recherche de personnes. On leur fit sentir des vêtements appartenant aux adolescents. Les chiens partirent pleins d'enthousiasme sur le sentier du GR4, suivirent les traces jusqu'au refuge de Chabrespine, puis perdirent complètement la piste après. Ils tournaient en rond, confus, incapables de capter une direction claire. Cette réaction des chiens était inhabituellement déconcertante pour leur maître. Normalement, même après plusieurs jours, ils pouvaient suivre une trace sur au moins quelques kilomètres. Mais là, c'était comme si les 5 adolescents s'étaient volatilisés après avoir quitté le refuge. Le maître chien principal, un sergent nommé Roche, avec 20 ans d'expérience, admit n'avoir jamais rien vu de semblable. Le lundi, une équipe d'alpinistes expérimentés de la région explora les zones les plus dangereuses des gorges de la Truyère, descendant en rappel dans les endroits inaccessibles à pied. Ils cherchaient des corps, même si personne ne voulait prononcer ce mot à voix haute. Ils ne trouvèrent rien, aucun signe de chute, aucun équipement endommagé, aucun reste humain.
Le mardi, un hélicoptère de la gendarmerie survola toute la région pendant 6 heures, scrutant les forêts, les clairières, les zones rocheuses. De là-haut, on pouvait voir des tentes, des sacs à dos colorés, n'importe quel objet abandonné. Mais le pilote et l'observateur ne repérèrent absolument rien d'anormal. La forêt avait avalé ces 5 jeunes gens sans laisser de traces visibles. Les médias régionaux commencèrent à couvrir l'affaire. Le journal La Montagne publia un article en première page le mercredi 30 juillet avec les photos des 5 adolescents. Les radios locales diffusaient régulièrement des appels à témoins. Toute personne ayant vu le groupe était priée de contacter immédiatement la gendarmerie de Saint-Flour. 3 témoignages arrivèrent. Une femme âgée affirmait avoir vu 5 jeunes correspondant à leur description près d'un arrêt de bus à 50 km de Saint-Flour le jeudi après-midi. Mais après vérification, il s'avéra qu'elle confondait avec un autre groupe. Un routier prétendait les avoir pris en stop sur une route nationale le mercredi soir. L'enquête révéla que cet homme cherchait simplement l'attention des médias et n'avait jamais croisé les adolescents. Un berger mentionna avoir entendu des cris dans la montagne le jeudi matin, mais il se situait à plus de 20 km de l'itinéraire prévu, et les cris pouvaient provenir de n'importe quel groupe de randonneurs. Au bout de 2 semaines, malgré des recherches impliquant plus de 200 personnes, des chiens, un hélicoptère et une couverture médiatique régionale importante, l'enquête n'avait abouti à aucune conclusion. Les 5 adolescents semblaient avoir disparu dans un rayon de quelques kilomètres autour du refuge de Chabrespine. Mais comment et pourquoi restait un mystère total? Le procureur de la République d'Aurillac, qui supervisait l'affaire, ordonna la poursuite des recherches, mais avec des effectifs réduits. On ne pouvait pas mobiliser indéfiniment des dizaines de gendarmes pour ratisser des centaines d'hectares de forêt sans aucune piste concrète. Les familles étaient dévastées, mais que pouvait-on faire de plus? Les mois qui suivirent transformèrent Saint-Flour en une ville hantée par l'absence. Les 5 familles entrèrent dans une forme de purgatoire psychologique, coincées entre l'espoir et le désespoir, incapables de faire leur deuil sans corps, incapables de reprendre une vie normale sans réponse. Madame Fontaine, la mère de Léa, développa une routine obsessionnelle. Chaque matin, elle préparait le petit déjeuner pour 3 personnes, comme si sa fille allait descendre l'escalier d'un moment à l'autre. Elle lavait et repassait les vêtements de Léa, gardait sa chambre exactement telle qu'elle l'avait laissée. Le lit était fait avec les draps à fleurs que Léa aimait, ses livres de cours alignés sur le bureau, son réveil réglé sur 7 heures. Monsieur Fontaine essayait de continuer à travailler à la perception, mais ses collègues remarquaient qu'il perdait le fil des conversations, oubliait des rendez-vous, fixait parfois le vide pendant de longues minutes. Le couple cessa progressivement de se parler, chacun enfermé dans sa propre douleur, incapable de réconforter l'autre. La famille Chevalier réagit différemment. Le père de Marc, un homme pragmatique habitué à gérer des problèmes concrets, se jeta dans l'action. Il ferma temporairement la quincaillerie et consacra 3 mois entiers à chercher son fils. Il refit l'itinéraire des adolescents une dizaine de fois, interrogea personnellement tous les habitants des villages environnants, plaça des affiches dans un rayon de 100 km. Sa femme effondrée était incapable de sortir de la maison. Elle restait allongée dans la chambre de Marc, serrant son oreiller, respirant l'odeur qui s'estompait peu à peu. Les 3 autres enfants chevaliers, âgés de 12, 10 et 8 ans, ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait. Ils savaient que leur grand frère avait disparu, mais pour eux, il allait forcément revenir. Comment pourrait-il en être autrement? Les parents de Sophie, tous 2 instituteurs, adoptèrent une façade de normalité désespérée. Ils retournèrent enseigner dès la rentrée de septembre, persuadés que maintenir une routine les aiderait à survivre. Mais Madame Girard s'effondrait en larmes au milieu des cours, incapable de contrôler ses émotions face à ses élèves de primaire. Monsieur Girard commença à boire, discrètement d'abord, puis de plus en plus ouvertement. Le soir, seul dans son bureau, il relisait le journal intime que Sophie avait laissé à la maison, un carnet antérieur à celui qu'elle avait emporté. Il cherchait des indices, des signes, n'importe quoi qui pourrait expliquer l'inexplicable.
Il ne trouvait que les pensées banales d'une adolescente ordinaire rêvant de devenir écrivaine. Le gendarme Lambert, père d'Antoine, se sentait écrasé par une culpabilité professionnelle. En tant qu'officier de la loi, il aurait dû protéger son fils. Il aurait dû prévoir, anticiper, empêcher. Il demanda à être muté sur l'enquête officielle, mais sa hiérarchie refusa, invoquant un conflit d'intérêts évident. Alors il mena sa propre investigation parallèle, interrogeant des suspects potentiels, vérifiant des alibis, échafaudant des théories. Sa femme, l'infirmière, essayait de le ramener à la raison, mais il était devenu obsédé. Leur couple se détériora rapidement. En 1978, ils se séparèrent, incapables de supporter ensemble le poids de cette absence. La mère de Camille, qui venait à peine de se reconstruire après son divorce, s'effondra complètement. Elle avait amené sa fille à Saint-Flour pour un nouveau départ, et maintenant Camille avait disparu dans ces mêmes montagnes censées les guérir. Elle sombra dans une dépression sévère, fut hospitalisée à 2 reprises et finit par retourner à Toulouse, où sa famille élargie pouvait s'occuper d'elle. La maison qu'elle occupait à Saint-Flour resta vide pendant des mois, puis fut mise en location, devenant un rappel silencieux de la tragédie. La communauté de Saint-Flour elle-même changea. Les gens regardaient les montagnes différemment désormais. Ce qui avait été un terrain de jeu familier était devenu un espace menaçant, imprévisible. Les parents interdisaient à leurs enfants de faire des randonnées, même courtes. Les sentiers se vidèrent. Le tourisme local, déjà modeste, déclina encore. L'affaire avait fait les gros titres régionaux, et les gens associaient maintenant Saint-Flour à cette disparition mystérieuse. Des théories circulaient, bien sûr. Dans une petite ville, les rumeurs se propagent plus vite que la vérité. Certains parlaient d'enlèvement par un prédateur solitaire qui rôderait dans les montagnes. Cette théorie alimentait les pires cauchemars, mais elle avait un défaut majeur. Comment une seule personne aurait-elle pu maîtriser 5 adolescents en bonne santé, dont 2 garçons athlétiques? D'autres évoquaient un accident collectif, peut-être une chute dans une crevasse inconnue ou une grotte souterraine. Mais les spéléologues de la région avaient exploré toutes les cavités connues, sans rien trouver. Une théorie plus sombre suggérait un suicide collectif, mais elle fut rapidement écartée. Aucun des 5 jeunes n'avait montré de signes de dépression, et leur projet d'avenir était clairement défini. La théorie de la fugue collective gagna du terrain avec le temps. Peut-être avaient-ils planifié de disparaître ensemble, de commencer une nouvelle vie ailleurs. Dans les années 70, l'idée de jeunes rejetant la société conventionnelle n'était pas absurde. Mais cette hypothèse se heurtait à plusieurs obstacles. Aucun des 5 n'avait accès à des sommes d'argent importantes. Aucun retrait suspect n'avait été effectué sur les comptes bancaires familiaux. Et surtout, pourquoi 5 adolescents issus de milieux différents auraient-ils tous voulu abandonner leur vie au même moment? En 1979, 2 ans après les faits, l'affaire était officiellement classée comme disparition inexpliquée. L'enquête restait techniquement ouverte, mais aucune ressource n'y était plus consacrée. Les gendarmes avaient d'autres cas, d'autres urgences. Les familles se retrouvaient seules avec leurs douleurs et leurs questions sans réponse. La vie continuait à Saint-Flour, mais différemment. Les anniversaires des 5 adolescents étaient marqués par des silences gênés. Leurs anciens camarades de classe terminèrent le lycée, partirent pour l'université, commencèrent des carrières, se marièrent, eurent des enfants. Mais chaque fois qu'ils revenaient à Saint-Flour, ils ressentaient le poids de cette absence collective. C'était comme si 5 fantômes hantaient la ville, présents dans chaque conversation non dite, dans chaque regard évité. Madame Chevalier ne se remit jamais vraiment. Elle développa des problèmes cardiaques que les médecins attribuaient au stress chronique. Elle mourut en 1985, à 52 ans seulement. Aux funérailles, tout le monde savait que c'était le chagrin qui l'avait tuée, même si le certificat de décès mentionnait une insuffisance cardiaque. Son mari continua à gérer la quincaillerie mécaniquement, sans joie, jusqu'à ce que son fils cadet soit assez âgé pour reprendre l'affaire. Le gendarme Lambert devint capitaine,
fut muté dans une autre région, mais ne cessa jamais de penser à cette affaire. Chaque fois qu'un corps non identifié était découvert quelque part en France, il vérifiait si ça pouvait être son fils. Chaque année, le 20 juillet, il prenait un jour de congé et retournait à Saint-Flour, refaisant le trajet que les adolescents avaient emprunté, cherchant quelque chose que personne n'avait vu avant lui. Il ne trouva jamais rien. Les Fontaines quittèrent Saint-Flour en 1982. Il ne supportait plus de vivre dans cette ville fantôme, entourée de souvenirs de Léa. Ils s'installèrent dans une banlieue anonyme près de Paris, où personne ne connaissait leur histoire. Mais même là, dans l'anonymat d'une grande ville, ils ne purent échapper à leur douleur. Leur mariage survécut, mais à peine. Ils restèrent ensemble par habitude, par peur de la solitude, certainement pas par amour. Les années passèrent. 1980, 1985, 1990. L'affaire devint une légende locale, un mystère non résolu que les gens évoquaient lors des veillées d'hiver. Les détails se brouillèrent avec le temps. Certains se souvenaient de 4 adolescents disparus, d'autres de 6. Les faits réels furent progressivement remplacés par des versions embellies, dramatisées, déformées. Une nouvelle génération grandit à Saint-Flour, des enfants qui n'avaient pas connu les disparus, pour qui cette histoire n'était qu'un conte tragique du passé. La ville elle-même changea. De nouvelles familles s'installèrent, de nouveaux commerces ouvrirent, la vie reprit son cours normal. Les montagnes redevinrent simplement des montagnes, belles et indifférentes aux drames humains. Mais pour les 5 familles, le temps ne guérissait rien. Chaque matin apportait la même question. Qu'est-ce qui s'était passé ce jour de juillet 1977? Où étaient leurs enfants? Étaient-ils morts rapidement, sans souffrir? Avaient-ils eu peur? Avaient-ils appelé à l'aide? Avaient-ils pensé à leurs parents dans leurs derniers moments? L'absence de corps était peut-être la torture la plus cruelle. Sans funérailles, sans tombe, sans rituel de deuil, les familles restaient suspendues dans un état d'attente perpétuelle. Peut-être que demain, quelqu'un allait frapper à la porte. Peut-être qu'une lettre allait arriver. Peut-être qu'un coup de téléphone allait tout expliquer. Cette espérance irrationnelle, mais indestructible, les maintenait dans un purgatoire émotionnel, incapables d'avancer, incapables de lâcher prise. Et puis, en janvier 1995, 18 ans après les faits, un agriculteur de la région allait faire une découverte qui rouvrirait brutalement toutes les blessures et changerait complètement la compréhension de cette affaire. Gilbert Roussel possédait une ferme à environ 15 km au nord-ouest de Saint-Flour, dans la commune de Ruines-en-Margeride. À 63 ans, il exploitait toujours les terres que son père et son grand-père avaient cultivées avant lui. C'était un homme taciturne, endurci par des décennies de travail physique et de hivers rigoureux. Il vivait seul depuis la mort de sa femme 3 ans auparavant, entretenant ses champs de céréales et son petit troupeau de vaches avec une routine immuable. En janvier 1995, Gilbert décida d'agrandir sa grange. La structure actuelle, construite dans les années 50, ne suffisait plus pour stocker le matériel agricole moderne qu'il avait progressivement acquis. Il obtint les permis nécessaires et engagea une petite entreprise locale de construction pour réaliser les travaux. L'extension devait être bâtie du côté est de la grange existante, sur un terrain que Gilbert utilisait comme pâturage d'été, mais qui restait en friche le reste de l'année. Les travaux commencèrent le lundi 9 janvier par une matinée glaciale, où la température ne dépassait pas moins 3 degrés. Le sol était gelé en surface, rendant les premiers coups de pelleteuse difficiles. Vers 10h30, alors que l'engin creusait les fondations, le conducteur, un homme nommé Patrick Vidal, sentit la résistance de quelque chose de dur sous la terre. Il stoppa la machine et descendit examiner. Ce qu'il découvrit était une masse métallique oxydée, partiellement enterrée à environ 60 cm de profondeur. Au début, il pensa à un vieux réservoir agricole ou à un morceau de machinerie abandonné. Ce genre de trouvailles n'était pas rare dans les fermes anciennes. Mais en dégageant la terre autour avec précaution, il réalisa qu'il s'agissait d'une gourde militaire,
du type utilisé par l'armée française des décennies auparavant. Patrick appela Gilberte, qui descendit de son tracteur pour examiner l'objet. La gourde était dans un état de corrosion avancée, la peinture verte d'origine presque entièrement partie, le métal rongé par des années d'humidité souterraine. Elle était étrangement lourde. Gilberte la secoua doucement. Quelque chose bougeait à l'intérieur, mais ce n'était pas le bruit de liquide, c'était un son sec comme celui d'un objet solide qui glisse. Gilbert essaya de dévisser le bouchon, mais il était tellement rouillé qu'il refusait de bouger. Il retourna à sa remise, chercher une pince et un peu d'huile dégrippante. Après 10 minutes d'effort, le bouchon céda finalement avec un grincement métallique inquiétant. Gilbert inclina la gourde au-dessus de sa main gantée. Ce qui tomba le figea sur place. C'était un petit paquet cylindrique enveloppé dans plusieurs couches de plastique transparent, du type utilisé pour emballer les aliments. Le plastique était jauni et fragile, mais avait manifestement protégé son contenu de l'humidité pendant longtemps. À travers les couches translucides, on distinguait quelque chose qui ressemblait à du papier roulé. Gilbert eut immédiatement un mauvais pressentiment. Il était assez âgé pour se souvenir de l'affaire des 5 adolescents disparus en 1977. Tout le monde dans la région s'en souvenait. Et voilà qu'il trouvait un objet enterré sur sa propriété, un objet qui n'avait aucune raison d'être là. Son champ n'était pas sur l'itinéraire prévu des jeunes. Il était même relativement éloigné de la zone de recherche principale. Pourquoi une gourde militaire serait-elle enterrée là? Avec des mains tremblantes, Gilbert développa soigneusement les couches de plastique. Le papier à l'intérieur était effectivement roulé serré. C'étaient plusieurs pages arrachées d'un cahier, couvertes d'une écriture manuscrite à l'encre bleue. L'encre avait un peu bavé par endroits, mais restait globalement lisible. Gilbert chaussa ses lunettes et commença à lire. Les premiers mots le glacèrent. « Si quelqu'un trouve ceci, nous sommes probablement morts. Je m'appelle Sophie Girard. Nous sommes mercredi 23 juillet 1977. Il est environ 22 heures. Nous sommes prisonniers. » Gilbert lut la suite avec une horreur croissante. Le texte continuait sur 3 pages, écrit d'une écriture de plus en plus irrégulière, comme si la personne qui écrivait était épuisée ou terrifiée. Sophie décrivait comment le groupe avait été approché par quelqu'un le mercredi après-midi, comment cette personne les avait convaincus de s'éloigner du sentier principal, et comment ils s'étaient retrouvés piégés. Elle mentionnait des noms, des détails, des choses qui semblaient impossibles, mais qui étaient écrites là, noir sur blanc, dans l'écriture désespérée d'une adolescente de 16 ans qui savait qu'elle allait mourir. La dernière phrase disait « Camille va essayer de cacher cette gourde quelque part où elle pourra être trouvée. C'est notre seul espoir que quelqu'un sache la vérité. Pardonnez-nous de ne pas avoir été plus prudents. » Gilbert resta immobile pendant plusieurs minutes, tenant ses pages comme s'il portait quelque chose de sacré et de terrible à la fois. Patrick Vidal s'était approché et demandait ce que c'était, mais Gilbert ne répondait pas. Il relisait les pages, essayant de comprendre, essayant de croire ce qu'il lisait. Finalement, sans un mot, il marcha jusqu'à sa maison, entra dans sa cuisine et composa le numéro de la gendarmerie de Saint-Flour. Sa voix tremblait quand il dit « Ici Gilberte Roussel, de Ruines en Margeride. Je crois avoir trouvé quelque chose concernant les adolescents disparus en 77. Vous devriez venir immédiatement. » 2 gendarmes arrivèrent 20 minutes plus tard. Quand ils lurent les pages, leur visage changea complètement. L'un d'eux retourna immédiatement à sa voiture pour appeler des renforts. L'autre resta avec Gilbert, sécurisant la scène, traitant le site comme une potentielle scène de crime, même après 18 ans. Le capitaine Moreau, qui dirigeait maintenant la gendarmerie de Saint-Flour, arriva dans l'heure avec une équipe technique. C'était un homme dans la quarantaine, arrivé dans la région seulement 5 ans auparavant, qui n'avait donc pas été impliqué dans l'enquête initiale. Mais il connaissait l'affaire, évidemment. Tout le monde dans la gendarmerie connaissait l'affaire des 5 disparus de 77. C'était le genre de cas qui hante une région, qui définit une génération de policiers. Le capitaine Moreau examina longuement les pages manuscrites, puis la gourde, puis le site où elle avait été trouvée. Il ordonna un périmètre de sécurité autour de la zone et fit venir une équipe de la police scientifique de Clermont-Ferrand.
Si ces pages étaient authentiques et tout indiquait qu'elles l'étaient, alors ce champ contenait peut-être d'autres preuves cruciales. Les nouvelles se répandirent rapidement. Le soir même, les médias régionaux diffusaient l'information. Une découverte majeure venait d'être faite dans l'affaire des adolescents disparus de 1977. Les détails exacts n'étaient pas encore publics, mais quelque chose d'important avait été trouvé sur une ferme près de Saint-Flour. Les jours suivants virent Saint-Flour replongé dans le cauchemar de 1977. Les 5 familles, ou ce qu'il en restait après 18 ans de douleur, furent contactées par la gendarmerie. Certaines avaient quitté la région, d'autres étaient restées. Toutes reçurent le même appel. Une découverte avait été faite, des éléments nouveaux étaient apparus, l'enquête était officiellement rouverte. Monsieur Fontaine, le père de Léa, prit le train depuis Paris dès qu'il apprit la nouvelle. Sa femme refusa de l'accompagner. Elle avait passé 18 ans à construire une fragile stabilité émotionnelle, et l'idée de rouvrir cette blessure lui était insupportable. Mais lui devait savoir, il devait comprendre ce qui était arrivé à sa fille. Le père de Marc, maintenant âgé de 68 ans, était toujours à Saint-Flour, gérant toujours sa quincaillerie. Quand les gendarmes vinrent le voir, il s'effondra dans son arrière-boutique, pleurant pour la première fois depuis les funérailles de sa femme. Après 18 ans d'incertitude, il allait enfin savoir. Les parents de Sophie étaient divorcés depuis 1985. Le père vivait seul dans un petit appartement à Clermont-Ferrand, ayant perdu son poste d'instituteur après des années d'alcoolisme. La mère s'était remariée et avait déménagé dans le sud. Tous deux furent contactés séparément. La mère refusa catégoriquement de revenir à Saint-Flour, mais le père prit sa voiture immédiatement, conduisant avec des mains tremblantes sur les routes glacées de janvier. Le gendarme Lambert, père d'Antoine, était maintenant à la retraite, vivant dans une petite maison près de Limoges. À 60 ans, il avait gardé sa stature militaire, mais son visage portait les marques de 18 ans de questions sans réponse. Quand il reçut l'appel du capitaine Moreau, son ancien collègue, il ne dit qu'une seule chose. « J'arrive ». Il fit ses bagages et partit dans l'heure. La mère de Camille était la plus difficile à localiser. Après son retour à Toulouse, elle avait sombré dans une dépression chronique, avait été hospitalisée plusieurs fois et vivait maintenant dans un foyer médicalisé. Les médecins déconseillèrent de lui annoncer la nouvelle brutalement. Son état mental était fragile et ce genre de choc pouvait avoir des conséquences graves. Le jeudi 12 janvier, le capitaine Moreau organisa une réunion confidentielle dans les locaux de la gendarmerie. Étaient présents les 4 parents qui avaient pu se déplacer, l'ancien capitaine Marchand, qui avait dirigé l'enquête initiale en 77 et vivait maintenant en retraite à Saint-Flour, et le procureur adjoint d'Aurillac. L'atmosphère dans la salle était d'une tension insoutenable. Le capitaine Moreau posa la gourde oxydée sur la table, ainsi que les pages manuscrites maintenant protégées dans des pochettes plastiques transparentes. Il expliqua les circonstances de la découverte, la datation estimée des objets et surtout le contenu des écrits. Ce que Sophie avait écrit était bouleversant et précis. Elle décrivait comment le groupe avait quitté le refuge de Chabrespine le jeudi matin 21 juillet vers 8 heures, en excellente forme et de bonne humeur. Ils avaient suivi le GR4 pendant environ 2 heures quand ils avaient croisé quelqu'un sur le sentier, quelqu'un qu'ils connaissaient. Sophie ne mentionnait pas immédiatement le nom dans son texte, comme si elle avait peur d'écrire cette vérité trop directement. Elle décrivait d'abord la conversation, apparemment anodine, sur la météo, sur leur plan de randonnée. Cette personne leur avait dit connaître un point de vue magnifique, à seulement 30 minutes de marche hors du sentier principal. Un endroit secret, peu connu des touristes, d'où on pouvait voir toute la vallée de la Truyère. Marc, le photographe du groupe, avait été immédiatement intéressé. Les autres avaient accepté par curiosité. Ils s'étaient donc écartés du GR4, suivant cette personne sur un sentier à peine visible, s'enfonçant dans une zone plus dense de la forêt. Après 20 minutes de marche, ils étaient arrivés dans une clairière isolée. Et là, tout avait basculé. Sophie décrivait comment cette personne avait sorti un revolver.
Comment l'expression amicale avait disparu, remplacée par quelque chose de froid et de déterminé. Comment Antoine avait essayé de réagir, de se jeter sur l'agresseur, mais une détonation l'avait stoppé net. La balle n'avait pas touché Antoine, mais le message était clair, toute résistance serait punie. Ils avaient été forcés de marcher encore, pendant ce qui avait semblé des heures. Sophie perdait la notion du temps, concentrée seulement sur la survie, sur le fait de poser un pied devant l'autre, de ne pas pleurer, de ne pas s'effondrer. Ils étaient finalement arrivés à une vieille bâtisse abandonnée, une sorte d'ancien poste forestier ou de refuge de chasse, complètement isolé, invisible depuis les sentiers principaux. C'est là qu'ils avaient été enfermés, dans une pièce sans fenêtre, avec juste assez d'espace pour s'asseoir, mais pas pour se tenir debout confortablement. La porte était verrouillée de l'extérieur. Leurs sacs à dos avaient été confisqués, fouillés. Leur nourriture, leur eau, leurs cartes, tout avait été pris. On ne leur avait laissé que leurs vêtements. Sophie écrivait qu'elle ne comprenait pas pourquoi. Pourquoi cette personne, quelqu'un qu'ils connaissaient, quelqu'un en qui ils avaient confiance, leur faisait cela? Qu'avait-il fait? Que voulait-il d'eux? Les questions tournaient en boucle dans son texte, reflétant la confusion et la terreur qu'il devait ressentir. Le mercredi soir, après plusieurs heures d'enfermement, Camille avait réussi à desserrer une planche dans le mur. L'ancienne structure en bois était pourrie par endroits, et en travaillant discrètement, pendant que leur geôlier était absent, elle avait créé une ouverture assez large pour passer sa main. Sophie avait alors eu une idée. Écrire un message, le mettre dans la gourde militaire qu'elle avait aperçue dans un coin de la pièce lors de leur arrivée, et essayer de la lancer dehors à travers l'ouverture. Elle avait écrit rapidement sur les pages qu'elle avait arrachées de son journal intime, qu'elle avait réussi à garder cachées dans sa poche de pantalon. L'écriture était tremblante, les phrases parfois décousues, mais le message était clair. Elle donnait des détails sur leur ravisseur, sur le lieu approximatif où elle se trouvait, sur tout ce qui pourrait aider à les retrouver. Camille avait emballé les pages dans du plastique trouvé parmi les détritus de la cabane, les avait glissés dans la gourde et avait lancé l'objet aussi loin qu'elle pouvait à travers l'ouverture. Elles avaient entendu la gourde atterrir dans la végétation, quelque part à l'extérieur. C'était leur bouteille à la mer, leur dernier espoir. La dernière partie du texte de Sophie était presque illisible, les lettres mal formées, certains mots raturés. Elle écrivait que leur ravisseur était revenu, qu'il avait découvert l'ouverture dans le mur, qu'il était furieux. Elle avait peur. Ils avaient tous peur. Et puis le texte s'arrêtait brusquement, au milieu d'une phrase, comme si Sophie avait dû cacher le papier précipitamment. Mais avant cette interruption, elle avait écrit le nom de la personne qui les avait enlevés, qui les retenait prisonniers, qui allait probablement les tuer. Et ce nom choqua tout le monde présent dans cette salle de la gendarmerie. C'était Henri Valentin, l'ancien garde forestier de la région. Un homme d'une 50aine d'années en 1977, connu de tous à Saint-Flour, respecté pour sa connaissance des montagnes. Un homme qui avait participé aux recherches en juillet 1977. Un homme qui avait exprimé sa sympathie aux familles. Un homme qui avait pris sa retraite tranquillement quelques années plus tard et qui était mort d'une crise cardiaque en 1987. Le silence dans la salle était absolu. L'ancien capitaine Marchand était devenu livide. Il se souvenait parfaitement d'Henri Valentin. C'était lui qui avait suggéré plusieurs zones de recherche en 77, lui qui avait guidé certaines équipes dans les parties les plus difficiles du massif. Comment était-ce possible? Comment un homme qui avait aidé l'enquête pouvait-il être le responsable de la disparition? Mais plus les enquêteurs réexaminaient les notes de 1977, plus des détails troublants émergeaient. Henri Valentin connaissait ces montagnes mieux que quiconque. Il savait exactement où mener les recherches pour qu'elles soient infructueuses. Il savait quel secteur suggérer pour éloigner les équipes des zones véritablement importantes. Il avait orchestré la recherche pour qu'elle échoue, tout en paraissant être un citoyen dévoué et coopératif. Le capitaine Moreau ordonna immédiatement des recherches approfondies sur Henri Valentin.
Son ancien domicile fut localisé. Une maison isolée à environ 12 kilomètres de Saint-Flour, vendue par ses héritiers après sa mort. Les nouveaux propriétaires furent contactés et acceptèrent que la propriété soit fouillée. Une équipe de gendarmes et de techniciens scientifiques passa 3 jours à examiner chaque centimètre du terrain, de la maison, des dépendances. Ils trouvèrent des choses, pas des corps malheureusement, mais des indices troublants. Dans une vieille grange verrouillée, derrière des années d'accumulation de matériel agricole, ils découvrirent un sac à dos. Il était poussiéreux, moisi, mais on pouvait encore distinguer sa couleur d'origine, bleu marine. À l'intérieur, il y avait un pull avec une étiquette cousue portant le nom Léa Fontaine. La mère de Léa avait marqué tous les vêtements de sa fille avant leur déménagement à Saint-Flour, une habitude d'ancienne couturière. Monsieur Fontaine, quand on lui présenta le pull, le pressa contre son visage et sanglota sans retenue. C'était la première preuve tangible de l'existence de sa fille depuis 18 ans. Quelque chose de concret, de réel, qui prouvait qu'elle avait bien existé, qu'elle n'était pas juste un fantôme dans sa mémoire. Les fouilles continuèrent. Dans un cabanon séparé, utilisé autrefois pour stocker du bois, les enquêteurs trouvèrent d'autres objets. Un appareil photo Minolta, rouillé et non fonctionnel. Le numéro de série correspondait à celui enregistré dans la plainte pour disparition de Marc Chevalier. Des chaussures de randonnée, trop petites pour avoir appartenu à Valentin, probablement celles d'une des filles. Un bracelet en argent que la mère de Camille identifia immédiatement comme ayant appartenu à sa fille. Mais toujours pas de corps, pas de restes humains. Pas d'explication sur ce qu'Henri Valentin avait finalement fait de ces 5 jeunes gens après les avoir enlevés. L'enquête s'orienta alors vers la recherche de la cabane décrite par Sophie dans son texte. Un ancien poste forestier ou refuge de chasse, isolé, avec une pièce sans fenêtre. Les archives forestières furent consultées. Plusieurs bâtiments correspondaient à cette description dans un rayon de 30 kilomètres autour de Saint-Flour. La plupart avaient été démolis ou s'étaient effondrés avec le temps. Certains existaient encore. Des équipes furent envoyées vérifier chaque site. La tâche était compliquée par le fait que 18 ans s'étaient écoulés. La végétation avait changé, des chemins avaient disparu, des constructions s'étaient dégradées. Mais les gendarmes persistaient, motivés par l'idée qu'ils pourraient enfin donner des réponses aux familles. Le 23 janvier 1995, 2 semaines après la découverte de la gourde, une équipe explora une zone particulièrement isolée à environ 18 kilomètres au nord de Saint-Flour. C'était un secteur qui n'avait jamais été inclus dans les recherches de 1977, car il était trop éloigné de l'itinéraire prévu des adolescents. Mais Henri Valentin, avec sa connaissance du terrain, aurait facilement pu les y conduire en quelques heures de marche. Là, cachés par une végétation dense, à moitié effondrée, ils trouvèrent un vieux refuge forestier. La structure était dans un état de délabrement avancé, le toit partiellement tombé, les murs couverts de mousse et de lierre. Mais c'était bien une ancienne construction humaine, abandonnée depuis des décennies. À l'intérieur, dans ce qui avait été une petite pièce, les enquêteurs firent une découverte qui confirma leur pire crainte. Gravés dans le bois pourri du mur, à hauteur d'épaule, il y avait des noms. 5 noms, griffonnés avec quelque chose de pointu, probablement un clou ou un morceau de métal. Léa, Marc, Sophie, Antoine, Camille. Et des dates. 21 juillet, 22 juillet, 23 juillet. Comme un calendrier désespéré marquant les jours de leur captivité. Le sol de la pièce fut soigneusement examiné, tamisé, analysé. On trouva des fibres textiles correspondant aux vêtements que les adolescents portaient d'après les descriptions de 1977. On trouva des cheveux qui furent collectés pour d'éventuelles analyses ADN, une technologie qui commençait tout juste à être utilisée en criminalistique en France dans les années 95, mais toujours pas de corps. La question restait entière. Qu'avait fait Henri Valentin de ces 5 jeunes gens après les avoir retenus prisonniers pendant au moins 3 jours? Où étaient-ils maintenant?
Et surtout, pourquoi avait-il fait cela? Les enquêteurs commencèrent à fouiller dans le passé d'Henri Valentin. Ils interrogèrent ses anciens collègues, ses voisins, sa famille. Un portrait complexe émergea. Valentin avait été un homme solitaire, sans famille proche, entièrement dévoué à son travail de garde forestier. Il vivait pour ses montagnes, connaissait chaque sentier, chaque clairière, chaque refuge. Certains le décrivaient comme un homme étrange, distant, qui préférait la compagnie des arbres à celle des humains. Un ancien collègue mentionna quelque chose de troublant. Dans les années 70, Valentin avait développé une obsession pour ce qu'il appelait la corruption de la nature par la société moderne. Il s'opposait au développement touristique, aux nouveaux sentiers balisés, aux refuges construits pour les randonneurs. Il voyait les jeunes qui venaient en montagne comme des intrus qui ne respectaient pas la sainteté de ces lieux. Un autre témoignage révéla que Valentin avait eu des démêlés mineurs avec des groupes de randonneurs dans le passé. En 1974, il avait été réprimandé officiellement pour avoir fermé un sentier public sans autorisation. En 1976, il avait eu une altercation verbale violente avec des campeurs qui avaient laissé des déchets près d'un refuge. Lentement, un profil psychologique se dessinait. Henri Valentin n'était pas un prédateur sexuel, ce n'était pas un criminel ordinaire, c'était quelque chose de plus rare et de plus troublant. Un idéologue, quelqu'un qui avait développé sa propre logique tordue et qui avait agi selon cette logique, convaincu de faire quelque chose de juste, de nécessaire. Mais cette compréhension ne répondait pas à la question essentielle. Où étaient les corps? La propriété de Valentin avait été fouillée sans résultat. Le refuge forestier n'avait révélé aucun reste humain. Les recherches s'intensifiaient, mais les semaines passaient sans découverte majeure. Et puis, début février, un élément nouveau surgit d'une source complètement inattendue. Les enfants d'Henri Valentin, 2 fils adultes, qui vivaient dans d'autres régions de France, furent contactés par la police. L'aîné, Jacques Valentin, âgé de 52 ans, vivait près de Bordeaux, où il travaillait comme comptable. Il n'avait pratiquement pas eu de contact avec son père depuis son adolescence. Leur relation avait toujours été distante, froide. Mais quand les gendarmes lui parlèrent de l'enquête, quelque chose se déclencha dans sa mémoire. Il se souvenait d'un été, celui de 1977 justement, où son père avait eu un comportement particulièrement étrange. Jacques était venu lui rendre visite fin août et Henri avait semblé nerveux, irritable, différent de son habituelle froideur distante. À un moment, Jacques avait voulu emprunter la camionnette de son père pour aller au village, mais Henri avait refusé catégoriquement, prétextant que le véhicule avait des problèmes mécaniques. Jacques se souvenait aussi que la camionnette sentait bizarre, une odeur de terre fraîche, de forêt mouillée. Et il y avait une pelle et une pioche dans le coffre, alors que son père rangeait habituellement ses outils dans la grange. Ces détails lui étaient revenus seulement maintenant, 30 ans plus tard, réactivés par les questions des enquêteurs. Cette information changea tout. Si Henri Valentin avait utilisé sa camionnette et des outils de creusement fin juillet ou début août 1977, cela suggérait fortement qu'il avait enterré quelque chose quelque part. Mais où? Les montagnes du Massif central couvraient des milliers d'hectares. Comment trouver une tombe creusée 18 ans auparavant dans une telle immensité? Le capitaine Moreau décida d'une approche systématique. Ils allaient reconstituer les déplacements possibles d'Henri Valentin durant cette période. Où allait-il régulièrement? Quels endroits connaissait-il particulièrement bien? Quels sites étaient assez isolés pour qu'il puisse y travailler sans être vu? Et c'est là que quelqu'un se souvint de quelque chose. Le fermier Gilbert Roussel, celui qui avait trouvé la gourde. Sa propriété était située exactement sur l'un des itinéraires que Valentin empruntait régulièrement pour ses patrouilles forestières. En fait, dans les années 70, une partie du terrain de Roussel était encore classée comme zone forestière avant d'être reclassée comme terrain agricole en 1981. Valentin connaissait ce terrain. Il y passait souvent. Et surtout, en 1977, c'était un endroit isolé, rarement visité, parfait pour enterrer quelque chose discrètement. Le vendredi 10 février 1995,
Une équipe complète revint sur la propriété de Gilbert Roussel. Cette fois, il n'était pas là pour des fondations de grange. Il venait avec du matériel de détection sophistiqué, des géoradars capables de détecter des perturbations dans le sol, des chiens spécialement entraînés pour la détection de restes humains même anciens, et une équipe d'archéologues judiciaires venus de Lyon. La température était glaciale, -5 degrés, avec un vent du nord qui transperçait les vêtements. Le sol était gelé en surface, rendant le travail difficile, mais personne ne se plaignait. Après 18 ans d'attente, les familles méritaient des réponses, et cette équipe était déterminée à les trouver. Gilbert Roussel observait depuis sa fenêtre de cuisine une tasse de café refroidissant entre ses mains. Il se sentait étrangement coupable, comme si sa propriété avait gardé un secret horrible pendant toutes ces années, et qu'il aurait dû le découvrir plus tôt. Mais comment aurait-il pu savoir? Ce terrain avait été cultivé, labouré, utilisé pour le pâturage. Si quelque chose était enterré là, c'était profond ou très bien caché. Les géoradars commencèrent leur travail méthodique, balayant le terrain mètre par mètre. Plusieurs anomalies furent détectées dans le sous-sol, mais la plupart correspondaient à des roches, d'anciennes racines d'arbres ou des variations naturelles de la composition du sol. Puis vers 14 heures, à environ 30 mètres de l'endroit où la gourde avait été trouvée, l'un des appareils signala quelque chose de différent. C'était une zone rectangulaire d'environ 2 mètres sur 3, à environ 1,50 m de profondeur. La densité du sol y était différente, suggérant qu'il avait été creusé puis remblayé. Ce n'était pas une certitude, mais c'était suffisant pour justifier une excavation prudente. Les archéologues prirent le relais. Ils ne pouvaient pas utiliser de pelleteuse au risque d'endommager d'éventuelles preuves. Ils devaient creuser à la main, lentement, documentant chaque couche de terre retirée. C'était un travail épuisant et glacial, mais ils progressaient avec une précision chirurgicale. À 60 cm de profondeur, ils trouvèrent un premier objet, un morceau de tissu décomposé, probablement du coton ou du denim. À 80 cm, des restes de cuir qui avaient pu être une chaussure. À 1,10 m, quelque chose de blanc apparut dans la terre sombre. Un os. Puis un autre. Le capitaine Moreau, qui supervisait l'opération, fit immédiatement évacuer la zone de tous les non essentiels. Seuls les archéologues et les techniciens de la police scientifique restèrent. Un périmètre de sécurité fut élargi. Ce qui avait commencé comme une recherche devenait officiellement une exhumation de scènes de crime. Le travail continua jusqu'à la tombée de la nuit, puis reprit le lendemain matin à l'aube. Il fallut 2 jours complets pour dégager entièrement le site avec la précaution nécessaire. Ce qu'ils découvrirent glaça même les enquêteurs les plus expérimentés. C'était une fosse commune, 5 corps, ou plutôt ce qu'il en restait après 18 ans enterrés. Les ossements étaient mélangés, les vêtements réduits à des lambeaux. Mais l'équipe médico-légale pouvait distinguer 5 squelettes distincts, 2 plus grands, probablement les garçons, 3 plus petits, probablement les filles. Ils étaient tous dans la même fosse, entassés sans ménagement, comme des déchets qu'on aurait voulu faire disparaître. L'analyse préliminaire révéla des détails atroces. Plusieurs squelettes présentaient des fractures au crâne, suggérant des coups violents. L'un d'eux, plus tard identifié comme étant Antoine Lambert, avait une balle logée dans la cage thoracique. Sophie Girard avait des os de la main brisés, peut-être en essayant de se défendre. Marc Chevalier avait une fracture nette du radius gauche, compatible avec une blessure défensive. Ces 5 jeunes gens n'étaient pas morts rapidement. Ils avaient lutté, ils avaient résisté. Et ils avaient été tués avec une brutalité qui contrastait terriblement avec l'image paisible du garde forestier qu'Henri Valentin avait projeté pendant toutes ces années. Les familles furent informées immédiatement. Cette fois, c'était définitif. Leurs enfants étaient morts. Ils ne reviendraient jamais. Après 18 ans d'espoir irrationnel, de fantasmes impossibles ou peut-être, d'une manière ou d'une autre, ils étaient encore vivants quelque part. La vérité tombait comme un couperet. C'était fini. Monsieur Fontaine s'effondra dans les bras d'un gendarme et ne cessa de répéter « Ma petite fille, ma petite fille ».
Le père de Marc resta figé, silencieux, les yeux fixés sur un point invisible. Le gendarme Lambert, l'ancien flic qui avait vu tant de choses dans sa carrière, pleura comme un enfant. Le père de Sophie demanda à voir les restes, mais on lui expliqua doucement que ce n'était pas possible, pas dans leur état actuel. Il insista, devint agressif, dut être calmé par des collègues. Les analyses médico-légales prirent plusieurs semaines. Les corps furent transportés à l'Institut médico-légal de Lyon, où des spécialistes procédèrent à un examen approfondi. Les identifications formelles furent établies par comparaison dentaire et, pour certains, par analyse ADN en comparant avec des échantillons fournis par les familles. Chaque identification confirmée était comme une nouvelle blessure pour les parents, transformant l'espoir ténu en deuil concret. Le rapport médico-légal final, publié en avril 1995, établit que les 5 adolescents étaient morts entre le 23 et le 25 juillet 1977. Les causes exactes de décès variaient. Traumatisme crânien pour Léa et Camille, blessure par balle pour Antoine, traumatisme thoracique pour Marc, strangulation probable pour Sophie, basée sur les dommages aux vertèbres cervicales. Henri Valentin les avait tués un par un, probablement sur une période de plusieurs heures, peut-être même de jours. Pourquoi? C'était la question qui hantait tout le monde. Pourquoi un homme apparemment respectable, un fonctionnaire consciencieux, avait-il commis un tel acte monstrueux? La réponse vint partiellement des objets personnels d'Henri Valentin, conservés par ses fils après sa mort. Jacques Valentin, le fils aîné, se souvenait d'avoir trouvé des carnets parmi les affaires de son père. Il ne les avait jamais vraiment lus, les jugeant sans intérêt, remplis d'observations sur la nature et la météo. Mais, à la demande des enquêteurs, il les retrouva dans son grenier et les transmit à la gendarmerie. Ces carnets révélèrent l'esprit troublé d'Henri Valentin. Pendant des années, il avait noté ses pensées, ses frustrations, sa vision de plus en plus déformée du monde. Il décrivait les touristes et les randonneurs comme des parasites qui souillaient les montagnes. Il parlait de la nécessité de protéger la nature contre l'invasion humaine. Ses écrits devenaient progressivement plus sombres, plus violents dans leur rhétorique. En juillet 1977, il avait écrit plusieurs entrées concernant les 5 adolescents. Il les avait observés le mercredi matin, les avait suivis pendant leur randonnée. Il les décrivait comme insouciants, irrespectueux, représentatifs de la corruption de la jeunesse moderne. Il avait décidé qu'ils devaient servir d'exemple, de message. Mais un message pour qui? Personne ne le saurait jamais vraiment. Le jeudi 21 juillet, il avait noté « Je les ai rencontrés sur le sentier. Ils m'ont reconnu. Ils m'ont fait confiance. C'est parfait. » Le vendredi 22 juillet, ils comprennent maintenant. Ils voient ce que leur arrogance a provoqué. Le samedi 23 juillet, c'est fait. La montagne est vengée. La nature a repris ses droits. Ces phrases laconiques, écrites d'une écriture posée et régulière, révélaient une psychologie profondément perturbée. Henri Valentin avait créé sa propre justification morale pour le meurtre. Dans son esprit dérangé, il protégeait quelque chose de sacré. Il n'était pas un criminel, il était un justicier, un gardien, un protecteur. Cette découverte ne changeait rien pour les familles, bien sûr. Peu importait la logique tordue qui avait motivé Valentin. Ce qui importait, c'était que leurs enfants étaient morts, brutalement, inutilement, à cause de la folie d'un seul homme qui avait exploité leur confiance et leur innocence. Les funérailles eurent lieu au printemps 1995, 18 ans après la disparition. 5 cercueils alignés dans l'église Saint-Pierre de Saint-Flour, une cérémonie qui attira des centaines de personnes. Tous ceux qui se souvenaient, tous ceux qui avaient participé aux recherches, tous ceux qui avaient porté ce mystère pendant près de 2 décennies, étaient là. Le père Michaud, qui avait baptisé plusieurs des adolescents et qui était maintenant un vieil homme aux cheveux blancs, donna l'homélie. Sa voix tremblait quand il parla de l'innocence perdue, de vies interrompues avant qu'elles n'aient vraiment commencé, de la cruauté incompréhensible dont les êtres humains sont parfois capables. Il ne chercha pas à donner un sens à ce qui n'en avait pas.
Il offrit simplement sa compassion et l'espoir que quelque part, ces 5 jeunes âmes avaient enfin trouvé la paix. Madame Fontaine était venue de Paris pour les funérailles. C'était la première fois qu'elle retournait à Saint-Flour depuis leur déménagement. Elle était méconnaissable, vieillie de 20 ans, le visage creusé par le chagrin. Elle resta assise à côté de son mari, leurs mains enfin jointes, après des années de distance émotionnelle. Le deuil, au moins, il pouvait le partager. Le père de Marc avait insisté pour que son fils soit enterré avec son appareil photo Minolta. On avait retrouvé l'appareil dans la grange de Valentin, et même s'il était rouillé et inutilisable, c'était un symbole de ce que Marc avait aimé, de qui il avait été. Le cercueil de Marc fut descendu dans la terre avec l'appareil posé sur le couvercle. Les parents de Sophie enterrèrent leur fille avec le journal intime qu'elle avait laissé à la maison, celui d'avant. Ils voulaient qu'elle ait ses mots avec elle, ses pensées, ses rêves. Le journal qu'elle avait emporté en randonnée, celui dont elle avait arraché les pages pour écrire son message désespéré, n'avait jamais été retrouvé. Valentin l'avait probablement détruit. Le gendarme Lambert, en uniforme malgré sa retraite, posa la main sur le cercueil de son fils Antoine et murmura des excuses que personne d'autre n'entendit. Des excuses pour ne pas l'avoir protégé, pour ne pas avoir deviné, pour avoir été trop confiant dans la sécurité de ces montagnes qu'il croyait connaître. Il porta son deuil avec la discipline d'un militaire, mais ceux qui le connaissaient voyaient la douleur dans ses yeux. La mère de Camille n'avait pas pu venir. Son état mental était trop fragile pour supporter les funérailles. Mais sa sœur, la mère de Sophie, représenta la famille. Elle pleura pour 2 filles perdues. Sa propre fille et sa nièce, 2 jeunes vies fauchées par la folie d'un homme qu'elles avaient toutes appris à respecter et à faire confiance. Après les funérailles, une stèle commémorative fut érigée à l'entrée du sentier GR4, à l'endroit où les 5 adolescents avaient été vus pour la dernière fois le matin du 20 juillet 1977. La plaque portait leur nom, leur date de naissance et une inscription simple « Partis en randonnée, restés dans nos cœurs ». Que leur mémoire soit une leçon de prudence et que leur jeunesse perdue nous rappelle la préciosité de chaque vie. L'affaire eut des répercussions au-delà de Saint-Flour. Elle déclencha un débat national sur la formation et la supervision des gardes forestiers, sur les procédures de vérification psychologique pour les personnes travaillant en contact avec le public dans des zones isolées. Des questions furent posées sur comment un homme avait pu développer des idées aussi dérangées sans que personne ne remarque. Des experts en psychologie criminelle analysèrent le cas, écrivant des articles sur les tueurs idéologiques qui justifient leurs crimes par des systèmes de croyances déformés. Pour la communauté de Saint-Flour, la découverte de la vérité fut à la fois un soulagement et une nouvelle source de douleur. Le mystère était résolu, mais la résolution était encore plus horrible que ce que beaucoup avaient imaginé. Savoir que les adolescents avaient été trahis par quelqu'un qu'ils connaissaient, quelqu'un en qui toute la communauté avait confiance, créait un sentiment de violation collective. Comment pouvait-on encore faire confiance après cela? Gilbert Roussel, le fermier sur la propriété duquel les corps avaient été enterrés, ne se remit jamais vraiment du choc. Il vendit sa ferme l'année suivante et déménagea chez sa fille dans une autre région. Il ne pouvait plus supporter de vivre sur un terrain qui avait été une tombe pendant 18 ans. Chaque fois qu'il regardait son champ, il voyait ses 5 cercueils alignés, ses 5 vies brisées. La maison d'Henri Valentin fut détruite en 1996. Ses fils ne voulaient plus rien avoir à faire avec cette propriété maudite. Le terrain fut laissé en friche pendant des années, personne ne voulant l'acheter, comme si la terre elle-même était contaminée par les crimes qui y avaient été planifiés. Les années continuèrent de passer. Les souvenirs directs s'estompèrent avec le temps. Les gens qui avaient connu personnellement les 5 adolescents vieillissaient, mouraient, emportant avec eux leurs histoires personnelles. Une nouvelle génération grandit à Saint-Flour, pour qui l'affaire de 1977 n'était qu'un chapitre d'histoire locale, terrible mais distant. Mais les leçons restaient. Les parents de Saint-Flour et des environs devinrent plus vigilants, plus prudents.
Ils enseignaient à leurs enfants que la confiance devait être tempérée par la prudence, que même les figures d'autorité respectées pouvaient parfois cacher des intentions sombres. C'était une leçon amère, achetée au prix de 5 jeunes vies. Le gendarme Lambert mourut en 2003 à l'âge de 68 ans. Dans ses affaires personnelles, on trouva un dossier épais contenant toutes les coupures de presse concernant l'affaire, tous les rapports qu'il avait pu obtenir, des dizaines de cartes annotées des montagnes. Il n'avait jamais cessé de revivre ce cas, d'essayer de comprendre comment il avait pu ne pas voir les signes, comment Henri Valentin avait pu tromper tout le monde pendant si longtemps. Ses dernières volontés demandaient à être enterré à Saint-Flour, près de son fils. Il voulait être proche d'Antoine, même dans la mort. Monsieur et Madame Fontaine restèrent mariés jusqu'à la fin, mais leur relation ne retrouva jamais vraiment la chaleur qu'elle avait eue avant. La perte de Léa avait creusé un vide entre eux que rien ne pouvait combler. Ils moururent à quelques mois d'intervalle en 2008, emportant avec eux l'image de leur fille telle qu'elle avait été à 17 ans, éternellement jeune, éternellement souriante sur les photos jaunies. Le père de Marc continua à gérer sa quincaillerie jusqu'à sa mort en 2012, à l'âge de 87 ans. Jusqu'à la fin, il gardait l'appareil photo rouillé de Marc dans une vitrine derrière le comptoir, un rappel silencieux de ce qui avait été perdu. Ses autres enfants reprirent l'affaire, maintenant la tradition familiale que Marc aurait peut-être perpétuée s'il avait vécu. Les parents de Sophie divorcèrent finalement en 1996, incapables de reconstruire leur relation après toutes ces années de douleur. Le père mourut en 2001, les poumons détruits par des décennies d'alcoolisme. La mère vécut plus longtemps, jusqu'en 2015. Et elle passa ses dernières années à écrire, réalisant d'une certaine manière le rêve qu'avait eu sa fille. Elle publia un livre de mémoires sur l'expérience de perdre un enfant, qui toucha de nombreux parents vivant des situations similaires. La mère de Camille passa le reste de sa vie dans des institutions médicalisées, son esprit n'ayant jamais vraiment récupéré du double trauma du divorce et de la perte de sa fille. Elle mourut en 2006. Âgée seulement de 62 ans, usée par les médicaments et le chagrin. En 2017, 40 ans après les faits, une cérémonie commémorative spéciale eut lieu à Saint-Flour. La ville organisa une journée du souvenir, invitant tous ceux qui avaient été touchés par l'affaire à se réunir. Quelques survivants de l'époque étaient encore là, d'anciens camarades de classe des adolescents, maintenant dans la cinquantaine avec leurs propres enfants adultes. Des gendarmes retraités qui avaient participé aux recherches, des voisins qui se souvenaient. Ils se rassemblèrent près de la stèle commémorative, maintenant couverte de mousse et patinée par 4 décennies de pluie et de soleil. Un jeune maire qui n'était pas né en 1977 donna un discours sur l'importance de se souvenir, de ne jamais oublier les leçons tragiques du passé. Des fleurs furent déposées, des noms furent prononcés à voix haute. Léa Fontaine, Marc Chevalier, Sophie Girard, Antoine Lambert, Camille Deschamps. 5 jeunes gens qui étaient partis un matin d'été avec des sacs à dos et des rêves d'aventure et qui n'étaient jamais rentrés. 5 vies fauchées par la folie d'un homme qui avait transformé son amour malade de la nature en justification pour le meurtre. 5 familles détruites, 5 trous béants dans la communauté qui ne furent jamais vraiment comblés. L'affaire du Massif central de 1977 reste aujourd'hui l'un des cas les plus troublants de l'histoire criminelle française, pas à cause de sa complexité ou de son mystère, mais à cause de sa simplicité terrible. Un homme seul, avec un accès privilégié et la confiance d'une communauté, avait pu commettre un crime atroce et presque s'en tirer. Si Camille n'avait pas réussi à lancer cette gourde par l'ouverture du mur, si Sophie n'avait pas eu le courage et la présence d'esprit d'écrire ce message, si Gilbert Roussel n'avait pas décidé d'agrandir sa grange en janvier 1995, l'affaire serait peut-être restée à jamais non résolue. Les 5 adolescents reposent maintenant dans le cimetière de Saint-Flour, leurs tombes côte à côte, comme ils l'auraient probablement souhaité. Ils étaient un groupe dans la vie, ils restent un groupe dans la mort. Les habitants locaux déposent encore des fleurs sur leurs tombes,
particulièrement en juillet, autour de l'anniversaire de leur disparition. C'est devenu une tradition silencieuse, une façon de dire que même si des décennies ont passé, ces 5 jeunes gens ne sont pas oubliés. Leur histoire sert d'avertissement, un rappel que le danger peut venir de là où on l'attend le moins, que la confiance doit être accompagnée de prudence et que les apparences peuvent être tragiquement trompeuses. Henri Valentin était mort depuis 8 ans quand son crime fut découvert, échappant à la justice humaine, mais pas au jugement de l'histoire. Son nom est maintenant synonyme de trahison et de cruauté dans toute la région du Massif central. Quant à la gourde militaire qui avait contenu le message de Sophie, elle fut conservée comme pièce à conviction pendant des années, puis finalement remise à la famille Girard. Ils la donnèrent au musée local de Saint-Flour, où elle est exposée dans une vitrine dédiée à l'affaire. C'est un objet banal, rouillé, qui ne paye pas de mine. Mais pour ceux qui connaissent son histoire, c'est un symbole puissant, le dernier acte de courage désespéré de 5 adolescents qui refusèrent d'être oubliés, même face à la mort. Ce cas nous montre à quel point il est crucial d'être vigilant, même envers ceux que nous croyons connaître et respecter. Ces 5 jeunes gens ont fait confiance à une figure d'autorité, quelqu'un que toute leur communauté respectait, et cette confiance leur a coûté la vie. Leur histoire nous rappelle aussi l'importance incroyable des petits détails, des gestes apparemment insignifiants, comme celui de Sophie écrivant ce message ou de Camille lançant cette gourde. Sans ces actes de courage désespérés, la vérité n'aurait peut-être jamais été connue. Qu'en pensez-vous? Avez-vous remarqué les signes tout au long de cette histoire qui auraient pu alerter sur la personnalité troublée d'Henri Valentin? Auriez-vous fait confiance à un garde forestier respecté dans une situation similaire? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Cette histoire montre aussi l'extraordinaire détermination des familles qui ont attendu 18 ans avant d'obtenir des réponses. Si vous avez été touché par cette enquête approfondie sur l'un des cas les plus troublants du Massif central, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse également à ces affaires vraies qui nous rappellent la complexité et parfois la noirceur de la nature humaine. Merci de nous avoir accompagnés dans cette investigation qui a duré près de 2 décennies avant de révéler sa terrible vérité.